Vincent? Ça va, ça va. Bon, tu viens de pas très loin, toi. Non, mais j'ai quand même l'impression d'être un dinosaure dans ce monde de métaverse. Tu vois, c'est... On va pas parler que de ça, hein, évidemment. Il y a d'autres sujets, et c'est notamment pour cela que tu es là. Toi, tu es plus là pour illustrer le côté humain et nature que métaverse, je t'avoue. Mais juste deux mots. Ça fait 10 ans que j'étais pas venu. Et je trouve ça incroyable. Donc bravo d'abord pour tout ce que vous faites. C'est incroyable. Donc bravo. Bonjour à tout le monde. J'ai pas... Merci Vincent. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, et là, je vois qu'il y a un petit problème sur l'affichage de ton nom, mais Vincent, donc en 1984, tu as monté un gîte alors que tu travaillais à l'époque à l'ONF. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure. Tu montes un gîte et un an après, avec quelques collègues, tu te dis, tiens, pour faire venir du monde dans les gîtes, on va leur vendre des randonnées accompagnées. Vous montez une assoce qui s'appelle la Balaguère et qui peu après va se transformer en société, qui va connaître un certain succès, qui va aller un petit peu au-delà des Pyrénées. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis tu es un des pionniers aussi du développement durable, du tourisme durable comme on l'appelait à l'époque. Tu as été un de ceux qui ont lancé donc Agir pour un tourisme responsable, qui a rassemblé à l'époque une dizaine de Théo quand vous êtes partis. 7-8. 7-8, voilà. Et qui a un petit peu pris de poids. Tu viens d'en céder la présidence, je crois. Non ? Pas encore. Ah, ils n'ont pas voulu. Bientôt. Je suis co-président. Donc je suis en train de passer la main. Et donc la Balaguère, c'est UCPA qui a repris le relais en 2017. Et toi, tu as définitivement passé la main en 2019. Et comme tu t'ennuyais un peu, tu t'es dit, tiens, je vais m'investir dans autre chose, une marque territoriale pour les Pyrénées. Et ça, vous avez tenu un événement la semaine dernière sur l'annonce de la marque, c'est ça ? En fait, l'événement s'est terminé samedi. Juste donc là. Il y a 3 jours. Pyrénéo, je vois que c'est marqué. Pyrénéo. Alors raconte-nous, c'est quoi Pyrénéo ? C'est quoi l'objectif de cette marque ? Les Pyrénées, on le rappelle, c'est 2 régions, c'est quelques départements, c'est pas facile d'avoir une organisation territoriale autour de tout ça finalement. Non, mais pour expliquer le pourquoi, pour ceux qui ne connaissent pas la Balaguère c'était 100% Pyrénées au départ, et puis on va dire à peu près 50% à la fin, moitié voyage à l'étranger, moitié Pyrénées. Et moi j'ai toujours pensé que ce qui était bon pour les Pyrénées était bon pour la Balaguère. Et en fait j'ai aussi, je pense que les Pyrénées et les Pyrénéens sont une communauté. Une communauté malgré les frontières départementales, régionales, même nationales. Et l'idée de Pyrénéo, de la marque Pyrénées, c'est de rassembler tous ces gens-là et faire des choses ensemble. C'est pas simple parce que c'est à peu près 500 000 personnes, rien que de côté français. Donc l'idée de la marque Pyrénées, c'est de créer une marque, un signe qui appartiennent aux Pyrénéens, pour fédérer les Pyrénéens, pour les embarquer dans un projet pour les Pyrénées. Je ne détaille pas parce que il faudrait y passer du temps. Donc ça, c'est en route. La marque Pyrénées est en cours de finalisation. On en a parlé samedi matin. Et pour faire court, et Pyrénéo, eh bien, c'est comme vous, c'est le rendez-vous annuel. Maintenant, c'était la deuxième. C'est le rendez-vous des Pyrénéens, de tous ceux qui se sentent Pyrénéens ou même qui aiment les Pyrénées et qui ont envie d'apporter leur contribution pour ces montagnes extraordinaires. D'ailleurs, juste un clin d'œil avec tout à l'heure, nous, on pense que le monde d'après, c'est les Pyrénées. C'est le centre du monde, donc. Pas forcément, mais c'est le monde d'après. On va revenir un petit peu sur la Balaguère, justement. Tu évoquais le développement et le déploiement au-delà des Pyrénées. Et souvent, malgré tout, quand tu nous parles de ce qui a fait le succès de Balaguère, tu parles très souvent de l'écoute client. Et que par rapport à d'autres Théo, c'est peut-être ce qui a fait un petit peu la différence. C'est quoi sur les 30 ans d'évolution de la Balaguère, c'est quoi les exemples de l'évolution que vous avez mise en œuvre parce qu'on a écouté et entendu nos clients ? L'écoute client, je pense que c'est une évidence. C'est une évidence, on le dit tous, mais on ne le fait pas forcément très bien. Oui, c'est une évidence, mais c'est vrai qu'au départ, ça ne l'était pas. Et parce que donc, la Balaguère, c'est au départ un regroupement d'accompagnateurs en montagne. Donc des gens, des montagnards, des gens qui aiment la montagne, qui aiment en baver. Il n'y avait pas un CRM manager à l'époque. On n'était pas très nombreux, on était un peu fous, mais l'idée c'était de montrer, de
partager avec nos clients, qu'on n'appelait pas des clients, hein, on n'osait pas. Et c'était leur partager ce qu'on aimait. Et donc il fallait en baver, il fallait avoir des itinéraires extraordinaires. On et dormait puis, dehors, on bivouaquait. on dormait dans les refuges, comme ça. Si on arrivait à dormir, on dormait dans les gîtes d'étape, ce qui est la même chose, la réplique, mais en plaine. Et puis, on portait des sacs à dos. On portait. Et la première, par exemple, pour les coups de clients, la première des choses, ça a été de dire, mais nos clients, peut-être qu'ils n'ont plus envie de porter leur sac. Et donc, on a dit, ben voilà, il faut faire le portage des sacs à dos. C'était dans les années 80, 87, 88. Et déjà, ça a été un peu une mutinerie au sein du groupe d'accompagnateurs dans lesquels j'étais. C'est quoi ces feignants? Nous, ceux qu'on accompagne, c'est des vrais sportifs, ils portent leur sac. C'était pas ça, c'était mais si on porte les sacs, il va y avoir des contraintes. Et donc, on ne va pas faire de belles randos. Et donc, on ne veut pas faire ça. Et le clou, ça a été la douche. Parce qu'on nous a... nos clients, mais souvent, c'est via des clients B2B, hein, des agences étrangères qui, je pense, avaient un temps d'avance sur nous. On dit, mais nous, nos clients, il faut qu'ils aient une douche tous les soirs. Alors, une douche tous les soirs, c'était le comble. Et la plupart d'entre nous, on disait, mais enfin, pas forcément moi, parce que moi j'ai dit, ok, on y va. C'était de dire, mais on ne pourra pas, ça va être nul. C'était le mot, ça va être nul, on ne va pas montrer ce que sont les Pyrénées à nos clients. Et puis finalement, comme on a gardé, dans notre catalogue, on gardait le séjour avec douche, bien sûr, le nouveau et l'ancien, forcément c'est les clients qui ont choisi. Donc c'est les clients qui nous ont fait avancer de ce côté-là. Et on le voit, la randonnée, la balade, c'est devenu un des premiers loisirs évoqués par les touristes, les Français dans leur week-end, leur quotidien. Tu as vu une évolution de ces pratiques justement dans les montagnes? Incroyable. Et puis surtout, on a vu évoluer avec le temps l'âge de nos clients. C'est-à-dire, et en fait, on a vu que les clients avaient à peu près le même âge que nous. Et donc, ce qui nous a poussé aussi à un certain moment, c'est que les clients, ils voulaient plus dormir en dortoir. Ils voulaient du confort. Et donc, progressivement, on a introduit du confort dans nos séjours. Et aujourd'hui, quand tu regardes les séjours de la Balaguère, ça n'existe plus, les randonnées enfin, une nuit en refuge passe, le circuit, mais sinon ça n'existe plus. Et un autre exemple d'écoute client, c'est dans un autre domaine, c'est quand on a commencé nos voyages à l'étranger, dans les années 96-97, la grande destination c'était la Mauritanie. Et la Mauritanie, bon, à cette époque-là, hélas encore aujourd'hui, mais c'est un pays pauvre, très pauvre. Et la première réaction de nos clients, c'était, à leur retour, c'était, au-delà d'un certain choc quand même, hein, c'était de dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces gens, quoi. Et donc, on a partagé ça avec eux. On a créé des rassemblements, on a créé une association, une première, puis une autre, pour apporter une aide au développement. Et, par exemple, ça, c'est nos clients, avec nous, hein, on était consentants, mais qui nous ont amenés quelque part vers le tourisme responsable, ou au moins le tourisme solidaire. Alors justement, ton engagement pour le tourisme responsable, on l'a dit, il date de bien avant qu'on en parle dans toutes les conférences et tous les séminaires, puisque vous avez lancé ATR en 2007, c'est ça? Non, on 2006. A commencé à réfléchir il y a 20 ans, en 2001, 2002. Et on a créé l'association en 2004. Donc ça fait quand même 18 ans. Et pour toi, donc, qu'est-ce qui a évolué en 20 ans dans cette prise en considération de notre environnement, de la nature et comment aujourd'hui on peut être encore un Théo engagé tout en emmenant des gens en Mauritanie? Alors ça, c'est compliqué. On est dans des paradoxes. Mais pour revenir à l'histoire d'ATR, au début, ce qui nous avait motivé, le petit groupe que nous étions, d'abord, on a appris à se parler entre concurrents. On est devenus confrères, on va dire. Et ce qui nous motivait le plus, c'était, dans ce que je viens de dire précédemment, c'était
tout l'aspect social, respect des populations locales, comment les intégrer, comment faire avec eux, plutôt que de faire à leur détriment. Et donc, la première période d'ATR, c'était extrêmement, le label, enfin la certification, c'était extrêmement sur ces questions-là, parce que l'environnement, c'est quelque chose, au moins à la Balaguère, c'était quelque chose qui était une évidence, c'est-à-dire la nature, c'était notre... C'est le terrain de jeu, le terrain de vie. Voilà, donc pour nous, c'était une évidence. Et puis est venu le temps, la prise de conscience tardive du fait qu'on était des pollueurs, enfin du réchauffement climatique, et du réchauffement climatique appliqué à nos métiers. Et ça date de peu de temps, ça date de 2015 à peu près. Et là, on s'est rendu compte qu'on était sur un grand écart absolu. Et donc qu'il fallait, on ne pouvait pas rester comme ça sur prêcher la bonne parole et puis être des pollueurs. Et donc on a commencé à s'imposer simplement le fait de mesurer notre impact carbone, de faire un bilan carbone. Et ensuite, de mener des actions de réduction. Mais c'est très difficile quand tu es voyagiste de réduire ton empreinte carbone, parce que c'est le transport qui est le poste le plus important. Très clairement, oui, on y reviendra demain notamment. Et donc, on en est venu à ce qu'on appelle la compensation, ou que certains appellent l'absorption, et qu'on décide d'appeler notre contribution par un certain nombre de moyens pour contribuer, pour tout ce que l'on n'arrive pas à réduire, et Dieu sait si on n'arrive pas, c'est de contribuer à réduire par un certain nombre d'actions que je ne vais pas développer ici, ou d'absorber par des plantations de mangroves ou autres. Mais on sait bien que ce ne sont pas des choses satisfaisantes. Ça donne bonne conscience à certains, mais il y a un élément fondamental. C'est que, avant ça, une des solutions, c'est la proximité. Tout le monde le dit, c'est ce qu'on a dit, on va encourager le tourisme de proximité. Mais il y a une chose qui est fondamentale, c'est que dans le monde, pour rejoindre ce que je disais pour la Mauritanie, il y a 10% des gens qui vivent du tourisme. Et souvent dans les pays les plus pauvres. Et si on enlève ça, si on arrête de voyager, on renvoie ces gens à la pauvreté, à la misère. Donc ce que je pense, moi, c'est que d'abord, c'est que le voyage loin, dans ces pays-là, c'est une façon de partager nos richesses. Parce que je ne veux pas évoquer les déséquilibres incroyables, mais voyager, c'est ça, c'est une façon de partager nos richesses. Donc moi, je pense qu'il faut continuer à voyager, mais il faut le faire plus intelligemment, partir moins souvent, ne pas partir 3 jours, je ne sais où, et voilà, continuer à voyager en utilisant le train quand c'est possible. J'espère que le rail va se développer, mais en tout cas, ne pas arrêter de voyager parce que c'est vital pour des millions de gens dans le monde. Tu as vu une évolution dans le comportement des clientèles ces dernières années, justement, par rapport à ces voyages lointains? Ils veulent rester plus longtemps, ils partent moins loin, comment ça évolue? D'abord, je ne suis plus. C'est vrai, depuis 2019, tu gardes un petit œil non, mais je garde sujet. un œil puisque je suis toujours à ATR. Et donc, effectivement, on constate un retrait un peu des voyages lointains. Il y a eu une reprise cette année, mais on ne sait pas très bien quelle est la part des choses. Si c'est l'effet post-Covid, si c'est l'effet prix de l'aérien, parce que c'est de plus en plus dissuasif. Mais je crois qu'il y a quand même une prise de conscience chez la plupart des gens, et il y en a même qui pensent qui veulent plus voyager du tout. On a des gens qui ont décidé de ne plus voyager, de ne plus prendre l'avion. Donc je crois qu'effectivement, on va vers une prise de conscience et un changement, en tout cas un changement des mentalités. Et puis ça veut dire qu'il faudra, que l'on propose des choses beaucoup plus intelligentes et plus adaptées. Allez Vincent, peut-être pour conclure, on est vendredi matin, le soleil revient sur les Pyrénées. Je viens sonner à ta porte et je te dis, Vincent, tu m'emmènes où? C'est quoi ton spot préféré? Pas pour les champignons, hein, pour une balade dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées? Ouais. Quelle question? Oui, mais plus précisément. La question, c'est le Val d'Azun.
Est-ce que vous connaissez le Val d'Azun? Non? Non, mais allez, courez au Val d'Azun, c'est à 1 heure d'ici. Ah, mais carrément courir. C'est un petit paradis. C'est là où là où est le siège de la Balaguère. C'est un des plus beaux endroits des Pyrénées. C'est un peu des plus beaux endroits du monde. Donc randonnée dans le Val d'Azun si jamais vous restez ici pour le week-end. Et si on part un peu plus loin et qu'on se dit, allez, on prend l'avion, où est-ce que tu m'emmènes? Quelle expérience, quelle culture, quelle personne tu as envie de nous faire rencontrer? C'est difficile cette question, parce qu'il y a tellement de lieux, de pays extraordinaires, mais je te dirais, ce sont les endroits, ce sont les pays, je ne te dirais pas un, où tu es accueilli en ami, avec bienveillance, avec hospitalité. Dans certains pays où les gens n'ont rien et ils te donnent tout, c'est ça qui est extraordinaire. Donc il y a un certain nombre de pays comme ça, moi qui m'ont marqué, le Népal par exemple, ou le Cambodge en Asie, ou le pays d'Ogon, où on ne peut plus aller pour le moment, ou le Cap-Vert, ou la Colombie. Pour moi, ce qui m'a touché le plus, c'est pas les paysages, c'est les paysages bien sûr, mais ce sont les gens qui t'accueillent, qui te donnent tout alors qu'ils n'ont rien. Merci beaucoup, c'est une très belle conclusion, Vincent. Vincent Fonvieille, qui nous a fait le plaisir d'être présent parmi nous.